Radio Patrimoine et Capital propose le grand rendez-vous de l'épargne, présenté par Fabrice Coustet et Thibault Lamy. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'économie ou les grands enjeux de l'économie avec nos invités, nos grands témoins et nos experts. Pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Thibault Lamy, chef de service au magazine Capital. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Voilà, première de l'année. Oui. Meilleurs vœux à tous, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce grand rendez-vous de l'épargne ? On va parler d'un sujet brûlant, Thibault. Oui, la réforme des retraites qui a été annoncée par Elisabeth Borne le 10 janvier. On va se demander si cette réforme des retraites, elle doit avoir un impact sur notre manière d'épargner pour notre retraite. Justement. Voilà, les bons choix, les bons placements, vous saurez tout effectivement sur ces impacts de la retraite sur votre patrimoine. Comme d'habitude, on retrouvera le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Et puis en dernière partie d'émission, nos experts répondront à vos questions. C'est la rubrique préférée des auditeurs, ça vous concerne. On a pris les questions que se posent les lecteurs, les internautes de Capital. On les a posées à nos trois experts. Voilà pour le sommaire, le grand rendez-vous de l'épargne spécial retraite. C'est parti. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. Elle était attendue, elle a enfin été annoncée en détail par la première ministre Elisabeth Borne. C'était le 10 janvier dernier. La réforme des retraites va donc être mise en place. Alors certains arbitrages doivent encore être rendus par le gouvernement. Plusieurs mesures vont toucher de manière certaine les Français, notamment le cas du relèvement de l'âge de départ à la retraite ou de l'allongement de la durée de cotisation pour partir avec une pension à taux plein. Ces changements vont logiquement vous conduire à différer votre agenda en vue de la retraite. Il pourrait également impacter le montant de votre pension. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à anticiper une perte de pouvoir d'achat et à épargner dans cette optique. Alors comment faire ? Sur quels produits miser ? Quelle part de vos revenus devez-vous affecter à la préparation de votre retraite ? Élément de réponse avec nos experts, Thibault, deux experts de choix. Oui, tout à fait. Alors, première invitée, Valérie Batting, fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. Bonjour Thibault. Bonjour. Et Maxime Marcon, directeur régional chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Thibault. On démarre avec vous, Valérie, Sapiendo Retraite. Un petit mot, hein, vous êtes dans les spécialistes effectivement de cette préparation de la retraite. On est spécialiste de la préparation à la retraite, avec un corps de métier, la retraite par répartition, puisque c'est quand même en moyenne 80% des revenus des Français à la retraite. Il faut le savoir, c'est encore le très très gros des revenus des Français à la retraite, et donc c'est pour ça que tous les Français sont très attentifs à cette réforme. Et à vos côtés, Maxime Marcon. Maxime, vous êtes à Meilleur Taux Placement. Alors, on connaît Meilleur Taux, le courtier, et il y a une branche qui est pas très loin finalement de ce que peut offrir un conseiller en gestion de patrimoine. Absolument. Avec les frais Internet, vous m'avez dit. Absolument, voilà, Meilleur Taux Placement, c'est une branche, c'est la partie gestion de patrimoine du groupe Meilleur Taux, avec un modèle un peu unique, omnicanal. On utilise tous les outils Internet pour avoir les meilleurs produits et la meilleure tarification, mais on le couple avec un conseil physique en agence. On a 7 points de vente en France. Il y a le clic et il y a le mortar si on veut aller voir en vrai un conseiller. On rentre dans le vif du sujet. Valérie, beaucoup de choses vont changer avec la réforme des retraites. Quelles sont les principales mesures à retenir ? Donc les principales mesures à retenir, je vais en citer 3. Donc la première, qui est la plus connue, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'il y a de très original, c'est qu'il y a 2 curseurs qui vont bouger en parallèle. Il y a le curseur de l'âge légal, c'est-à-dire à partir de quel âge je vais pouvoir partir à la retraite. Donc c'est 62 ans aujourd'hui, ça va passer à 64 ans, ça fait plus 2 ans. Et ça aurait pu être 65, bon. Voilà. On est resté à 64, mais il y a une contrepartie, c'est le deuxième curseur, c'est le curseur de la durée de cotisation. Eh oui. Qui était prévu de passer à 43 ans, mais qui va passer à 43 ans beaucoup plus rapidement. Les fameux trimestres, c'est ça ? C'est les fameux trimestres. Donc, c'est 43 ans de cotisation divisé en trimestres. Et ce qu'il y a d'encore plus original, c'est que ça s'applique très, très vite. C'est-à-dire les personnes qui ont 62 ans en 2023, mais qui sont nées à partir du 1er septembre, seront déjà touchées par l'allongement de la durée. Alors on entend beaucoup de gens effectivement qui s'en plaignent, puisque ceux qui sont à peu près dans leurs 60 ans, qui étaient en train de préparer leur retraite, qui ont commencé dans les années 60, là ils se voient, on leur dit non, ce ne sera pas en octobre 2024, mais peut-être en septembre 2025. Voilà, donc ça va déjà toucher ceux qui comptaient partir là, à la fin de l'année, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de remous, mais ça arrive très très vite. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est un petit peu compliqué aussi, c'est parce qu'il y a 2 curseurs, le curseur de l'âge légal à partir de quand j'ai le droit de partir, et le curseur
du nombre de trimestres. C'est pour ça qu'en moyenne, tout le monde devrait partir un petit peu plus tard, parce que soit on sera rattrapé par l'âge, soit on sera rattrapé par les trimestres. Il y a les deux curseurs à la fois. Voilà. Ouais, il y a uniquement ceux qui ont commencé très très tôt et qui ont déjà accumulé pas mal de trimestres. Il y a des exceptions. Alors, pour des carrières super longues. Donc, ceux qui ont travaillé, il y a toujours eu aujourd'hui, on peut partir un peu plus tôt quand on a commencé à travailler tôt avant 20 ans. Donc ça perdure, mais c'est aussi décalé de 2 ans. Donc à 62 ans au lieu de 60 ans aujourd'hui. Et pour ceux qui ont vraiment commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire soit avant 16 ans, soit avant 18 ans, donc avant 18 ans, ils pourront continuer à partir à 60 ans et avant 16 ans à 58 ans. Ouais. Des carrières super longues. Ouais. Voilà, on a introduit une notion de super long. C'est comme Thibaut, il a commencé très tôt à écrire chez Capital. Qu'est-ce qui se passe si je décide de m'affranchir de ces obligations ? Voilà, je résiste, je veux partir plus tôt, c'est possible ? Alors si vous résistez, c'est pas trop possible, vous pouvez, mais vous n'aurez pas de retraite. C'est-à-dire l'âge légal, c'est vraiment... si on n'a pas l'âge légal, on n'a pas droit à la retraite. Donc vous pouvez très bien arrêter de travailler, mais vous ne percevrez pas de retraite en tout cas. Donc il faudra compter sur d'autres revenus. Si on arrête de travailler à 60 ans, on n'a rien du tout. Non. Ah non. L'âge légal, c'est voilà. Soit vous êtes éligible à un dispositif qui permet de partir plus tôt, comme les carrières, donc 60 ans, là ce serait longue ou super longue. Enfin, super longue au cas particulier, mais si vous n'êtes pas éligible, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Alors Valérie Béthine, vous nous avez dit effectivement la règle c'est la retraite par répartition, voilà, c'est l'intergénérationnel qui prime, etc. Les actifs qui vont cotiser pour les inactifs, on le sait. Le compliqué c'est qu'effectivement on a cette pyramide des âges qui est en train de s'inverser. Ça veut dire aussi que on a d'autres modèles dans le monde, la retraite par répartition. Là on cotise chacun et on met dans son petit cochon comme le logo du grand rendez-vous de l'épargne. Est-ce que ça pourrait changer dans les placements ? Est-ce qu'il faut aller vers une retraite plus vers capitalisation pour compléter la retraite par répartition ? Probablement un mix, parce que comme je dis souvent, la retraite par répartition, à l'heure actuelle, c'est 80% des revenus des Français à la retraite, mais 80%, c'est beaucoup, mais c'est pas tout. Donc déjà, les Français complètent leur retraite par autre chose. C'est souvent des revenus financiers ou des revenus fonciers. Et probablement que ça va augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un choc démographique. La base de la retraite par répartition, c'est vraiment la démographie, puisque grosso modo, c'est les jeunes qui vont cotiser pour les seniors. Oui. Or, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'en France, comme dans tous les pays, on va dire du Nord, au sens large du terme, on a vraiment un vieillissement de la population, mais extrêmement marqué. Donc, je vais donner quelques chiffres. La population aujourd'hui en France qui a entre 20 et 64 ans, entre aujourd'hui et 2040, on va dire 18 ans, elle va rester stable, c'est 37,5 millions de Français. En revanche, la part des Français qui auront plus de 65 ans, elle va augmenter de 5 millions. 5 millions de personnes en 5 plus. Millions. Ils sont un peu plus de 14 millions aujourd'hui, ils seront 19 millions en 2040. C'est plus 33%, c'est plus 5 millions de Français qui auront plus de 65 ans d'ici 18 ans. Donc c'est vraiment un vrai choc. Parfois, j'appelle ça le tsunami même démographique. Ouais. Et donc, face à ça, il faut bien faire quelque chose. Donc, c'est sûr que du coup, il faut modifier les paramètres de la retraite par répartition. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? La retraite par répartition, elle va baisser. C'est pas possible de financer 5 millions de personnes de plus. Donc, il faut faire quelque chose sur. Il faut adapter la retraite par répartition. Il y a plein de solutions. Et aussi, il faut envisager, effectivement, d'autres modèles ou introduire des mix de capitalisation pour compenser ce phénomène démographique. Exactement. Qui n'est pas spécifique Maxime, à la France. Une question pour vous, à meilleur taux placement. Est-ce que vous voyez, est-ce que les Français sont conscients de ces phénomènes, parce que bien sûr, on sait qu'il va y avoir des mouvements de manifestation assez prononcés pour se régler compte, mais quand on voit cette pyramide, elle est indiscutable finalement. Est-ce que les Français en ont conscience ? Est-ce qu'ils viennent vous voir pour dire, comment je fais pour augmenter un petit peu ma retraite qui va être peut-être un petit peu rabotée. Oui. Et au-delà des réformes, les Français, on le sait, sont des fourmis, ont un taux d'épargne parmi les plus élevés du monde, avec entre 19 et 20% des revenus épargnés. Donc ils en ont conscience, ils savent qu'il faut mettre de côté, que l'équation, elle est, comme le disait Valérie, elle est insolvable en l'état. On a des jeunes, des actifs qui payent pour des inactifs, et on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus d'inactifs. Il y a 3 solutions.
soit les actifs payent plus, donc on augmente le taux de cotisation. Ça va être compliqué, on sent quand même qu'on est un peu au taquet. Là. Soit on décale l'âge de départ, comme ça limite le nombre d'inactifs, c'est ce qui est en train d'être fait. Oui. Soit on baisse la retraite des inactifs, donc le taux de remplacement. Oui. Et je pense qu'on n'aura pas le choix, ce sera les trois. Ça sera les trois, d'accord. Merci pour cet enthousiasme, Maxime, ce matin. Thibaut, question sur, effectivement, également, les pensions, comment on fait, notamment pour connaître les montants? Oui, comment on fait, Valérie Batting, peut-être, comment on fait aujourd'hui pour se renseigner? On travaille, et puis on veut savoir ce qu'on va avoir à la retraite. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question. C'est le cœur de métier, typiquement, de Sapiendo, qui aide les Français à gagner plus à la retraite. Alors, il y a eu beaucoup de progrès, déjà, qui ont été faits du côté du service public, où déjà le service public produit des revenus, des relevés interrégimes, qui vous donnent les données de carrière sur toute votre carrière, quels que soient les régimes auxquels vous avez cotisé. Ça, c'est déjà un énorme plus pour calculer sa retraite. Il y a aussi des simulateurs sur les services publics, et il y a aussi des sociétés spécialisées comme la nôtre qui ont leur propre simulateur, juste à l'euro près, et qui en plus vont calculer et mettre en évidence les erreurs qui existent sur les relevés, parce qu'il y en a, et surtout tous les dispositifs auxquels on peut être éligible. Est-ce qu'on est éligible typiquement à la retraite anticipée? Est-ce qu'on peut faire de la retraite progressive? Est-ce que j'ai intérêt ou pas à racheter des trimestres? C'est des grandes questions que beaucoup de personnes se posent. Donc voilà, on a des simulateurs qui vraiment permettent à l'utilisateur de se dire, quelle est ma situation, comment je peux l'optimiser? Sachant que suivant les personnes, certaines veulent vraiment partir le plus tôt possible, donc on va trouver tous les dispositifs pour partir le plus tôt, et d'autres au contraire vont vouloir dire non mais moi je veux maximiser le montant de ma pension. Donc on ne va pas donner les mêmes conseils ou mettre en avant les mêmes dispositifs suivant les objectifs de la personne, et il y a vraiment une dimension conseil qui est très forte, parce que chacun vis-à-vis de sa retraite, déjà n'a pas la même carrière, n'a pas les mêmes montants et surtout n'a pas les mêmes objectifs. Oui, c'est important, vous parliez de rachat de trimestres, ça veut dire qu'on va pouvoir acheter peut-être des trimestres manquants pour partir un petit peu plus tôt. C'est un calcul à faire parce que ces trimestres, évidemment, ils vont être de plus en plus chers. Donc le nombre, il existe déjà des mécanismes de rachat de trimestres, ils vont peut-être être adaptés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge légal, c'est vraiment un curseur minimum. Même si vous avez tous vos trimestres à 62 ans, si on vous dit tu dois attendre 64, tu devras attendre 64. D'accord. Il faut vraiment avoir tous ces trimestres pour partir. L'âge légal, c'est vraiment un prérequis absolu. Après, racheter ces trimestres, ça permet quoi ? Ça intéresse les personnes qui n'ont pas assez de trimestres pour avoir le fameux quota des 43 ans désormais. Ils pourront partir à 64 ans, mais à 64 ans, ils n'auront pas leurs 43 ans. Donc, ils auront une décote. Et donc là, pour éviter cette décote, bien sûr, ils vont se demander si c'est intéressant de racheter des trimestres. Et ça s'anticipe parce que, comme disait Fabrice, plus on attend pour faire ces rachats de trimestres, logiquement, plus il coûte cher, c'est bien ça? Oui, alors ça, c'est vrai. Plus on attend, plus il coûte cher. Mais au moins, si on attend presque le dernier moment, on est sûr d'une chose, c'est de ne pas les racheter pour rien. Oui. Parce que, typiquement, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous vous disiez, moi, je veux partir à 62 ans, j'aurai pas tous mes trimestres. Mais si une loi passe et qui vous dit, désolé, vous devez travailler 2 ans de plus, en travaillant 2 ans de plus, vous aurez 8 trimestres de plus. D'accord. Donc, vous aurez vos trimestres. Donc, il faut vraiment attendre la dernière année avant de partir en retraite pour savoir s'il va vraiment vous manquer des trimestres. Parce qu'on risque de vous dire, vous devez travailler un peu plus. Donc, naturellement, vous acquérez des trimestres en plus. Donc, ça n'aurait pas été la peine de les acheter. Oui, et on s'aperçoit aussi que le pouvoir d'achat des Français baisse. Alors, ça, on l'a tous constaté dès l'an dernier avec l'inflation, bien évidemment. Mais là, en plus, ça s'effrite encore plus pour les Français qui sont à la retraite. Vous avez fait une étude là-dessus chez Capital. Oui, c'est-à-dire qu'on a regardé. Alors, je crois de mémoire, mais Valérie, vous allez confirmer, mais je crois que le pouvoir d'achat des retraités est supérieur à l'heure actuelle, je crois, représente 102% du pouvoir d'achat des Français, mais ça pourrait être beaucoup moins dans les années à venir, c'est bien ça? C'est ça. Donc effectivement, le paradoxe aujourd'hui, et je pense que les Français ne l'ont pas en tête, c'est que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. Ça ne m'étonne pas. Et du coup, Maxime, ça veut dire que les retraités, est-ce qu'ils continuent à épargner et à placer de l'argent? Beaucoup. L'épargne, globalement, des Français, elle est dans les mains des plus de 65 ans. Donc ils ont ces réflexes-là et ils poursuivent et ils continuent à avoir ces réflexes-là d'épargne.
Ouais, c'est-à-dire qu'on finalement on l'a fait toute sa vie, on continue quand on est en épargne. En plus, en général, on diminue quand même son train de vie. Enfin, on espère bien sûr en profiter, mais on continue évidemment à épargner, peut-être pour ses enfants, ses petits-enfants, et léguer quelque chose. Alors, je vous propose de parler dans un instant justement de cette épargne actuelle des Français, comment elle va se modifier avec ces nouveaux comportements. On va d'abord écouter Philippe Crevel, il est économiste et directeur du Cercle de l'épargne. On écoute sa vision justement sur ce problème de la retraite et on revient juste après. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de relever l'âge légal de départ à la retraite et d'allonger la durée minimum de cotisation ? Le gouvernement a, le 10 janvier de cette année, présenté un projet de loi visant à reporter l'âge de la retraite à 64 ans et à allonger la durée de cotisation à 43 ans. La raison est assez simple, c'est qu'il y a des déficits prévus en matière de retraite dans les 10 prochaines années, autour de 14 milliards d'euros en 2030. Et donc l'objectif est d'essayer de les réduire à zéro. Il y a également un autre objectif, c'est augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi est en France faible, 10 points en dessous donc, de l'Allemagne. Et quand on a un taux d'emploi faible, on a moins de croissance, on a moins de rentrées fiscales et on peut moins facilement financer les dépenses publiques. Et donc un des objectifs du gouvernement, en allongeant la durée de vie professionnelle, c'est également de porter vers le haut ce taux d'emploi, comme cela a été fait en 2010 et en 2014 avec les précédentes réformes. Alors, en contrepartie, est-ce que la retraite des Français va augmenter ? Le report de l'âge légal à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation auront un effet positif au niveau des pensions, car les Français donc, cotiseront des années supplémentaires. Donc ils vont avoir plus de points pour la retraite complémentaire, ils vont avoir en plus des salaires de référence qui logiquement sont meilleurs en fin de carrière qu'en début de carrière, et donc il y aura donc un avantage au niveau de la pension, même si il y aura certainement de la disparition pour un certain nombre de Français de la surcote dont ils pouvaient bénéficier auparavant. Mais le gain sera néanmoins réel pour un grand nombre de futurs retraités. 64 ans dès 2030 pour l'âge de départ à la retraite, 43 années de cotisation dès 2027. Est-ce que les Français peuvent craindre encore un allongement de ces durées ? En matière de réforme des retraites, en matière d'âge légal, de durée de cotisation, je serais prudent. Depuis 1993, ça veut dire 30 ans, il y a eu plus de 5 ou 6 réformes des retraites. À chaque fois, les gouvernements ont indiqué que c'était la der des der. Or, il faut malheureusement s'adapter à l'évolution démographique, à l'évolution de l'espérance de vie. Je ne peux pas donc m'engager sur les 20 ou 30 prochaines années. Quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, l'âge de départ à la retraite est sensiblement plus élevé qu'en France. Il tourne autour de 65, 66, 67 ans. Et donc, il n'est pas improbable qu'en France, à un moment ou à un autre, on soit obligé d'ajuster et de porter un peu plus haut l'âge de départ à la retraite. Plus clairement, est-ce que les Français ont la garantie de toucher une retraite ? En matière de retraite, il y a des légendes, il y a des fake news, comme quoi le système de retraite pourrait faire faillite. Or, nous sommes dans un système par répartition. Un système par répartition, c'est assez simple. Les actifs, les salariés, les entreprises versent des cotisations qui sont réparties sur l'ensemble des retraités. Pour qu'il n'y ait plus de système de retraite, pour qu'il n'y ait plus de pension, il faudrait qu'il n'y ait plus de salariés, qu'il n'y ait plus d'entreprises. Donc là, évidemment, il y aurait un problème pour payer les pensions. En revanche, la question est de savoir quelles pensions donc, les Français toucheront dans les 20-30 prochaines années. Et là, c'est fonction de l'activité économique, du nombre d'entreprises et de la richesse du pays. D'autre part, cela dépend du ratio entre les cotisants et le nombre de retraités. Or, s'il y avait 4 cotisants pour un retraité dans les années 60, aujourd'hui, nous n'en sommes plus qu'à 1,7 cotisants pour un retraité. Et nous allons aller vers 1,4. Et donc, plus il y a de retraités et moins il y a de cotisants, évidemment, il y a un risque non négligeable que le montant de la pension se rétracte, sauf à jouer sur d'autres curseurs, qui sont l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation. En particulier, on pourrait également jouer sur les cotisations sociales que versent donc les entreprises et les salariés. Pour le moment, cette voie a été globalement rejetée par les pouvoirs publics. Quelles sont les solutions pour éviter une perte de pouvoir d'achat pour les retraités ? Dans les prochaines années, logiquement, par application des réformes adoptées depuis 1993, le pouvoir d'achat des retraités
va être un peu mis à mal. Leur niveau de vie par rapport à la moyenne de la population, qui est aujourd'hui légèrement supérieur, 102%, va baisser jusqu'à 90, 87%. Donc pour compenser le delta, il y a des outils, il y a des moyens qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, notamment donc à travers la loi Pacte adoptée en 2019, qui prévoit donc le PER, le plan d'épargne retraite, qui est un instrument qui permet de recevoir donc une partie de l'épargne des ménages et avec une déduction fiscale intéressante et qui, au moment de la retraite, permet de verser soit une rente, soit un capital. Là, on est dans un produit individuel. À côté de ce PER individuel, existent des produits collectifs en entreprise. Donc les entreprises peuvent, au profit de leurs salariés, mettre des produits d'épargne retraite, comme le PER collectif ou le PER obligatoire, donc qui ont des fonctionnements légèrement différents, mais qui, à terme, aboutissent au même résultat, c'est la possibilité d'avoir des suppléments de revenus au moment du départ à la retraite. Aujourd'hui, il y a 3,7 millions de PER individuels, il y a à peu près un quart des Français qui sont couverts en tant que salariés par des produits collectifs. C'est beaucoup moins qu'à l'étranger. À l'étranger, l'épargne retraite assure 15% des revenus des retraités. En France, c'est 2,3%. Il y a donc de la marge en matière d'épargne retraite pour retrouver le niveau moyen de l'OCDE qui tourne autour de 15% de revenus issus de ces produits. Philippe Crevel, donc économiste et directeur du Cercle de l'épargne, interviewé par vous Thibault. On a parlé justement, on a entendu alors beaucoup de choses, notamment sur le plan d'épargne retraite. C'est un placement qui a 3 ans environ, enfin qui a été décrit. On a fait une émission d'ailleurs, Grand Rendez-vous de l'épargne évidemment, sur ce placement qui cartonne auprès des Français. Maxime Marcon, est-ce qu'il a toujours le vent en poupe, puisque c'est une solution peut-être aussi pour compléter sa retraite? Oui, un engouement très fort sur cette nouvelle solution d'épargne, alors qui avait été mis en place par la loi Pacte effectivement en 2019, qui est venu un peu dépoussiérer tous ces sujets d'épargne retraite. Il y avait énormément de solutions, PERP, Madelin, article 83, Préfonds, Corem. On s'y perdait un peu et toutes ces solutions avaient un gros défaut, en tout cas vis-à-vis de la vision de l'épargnant, c'était la sortie obligatoire en rente. Qui aliénait le capital, c'est-à-dire que j'étais plus propriétaire de mon capital, mais on me le versait sous forme de rente. Donc c'était une sorte de pari contre mon espérance de vie. Le PER est venu basculer un petit peu tout ça, puisque, comme le disait Philippe Crevel, on peut désormais sortir en rente, si on le souhaite, mais aussi en capital unique ou en capital fractionné. Donc l'engouement est toujours là, c'est un produit qui permet d'avoir un objectif clair d'épargne retraite, au-delà des autres solutions d'épargne disponibles sur le marché, et en plus d'obtenir une réduction fiscale, puisque les sommes que je viens verser sur un plan d'épargne en retraite viennent en déduction de mon revenu imposable l'année de mon versement. Voilà, donc là aussi, c'est finalement financé indirectement, peut-être cette retraite Exactement, dont on parlait, par capitalisation. Les performances, ça dépend des supports, parce que je crois qu'on a le choix, il y a un grand nombre de supports. Oui, ça fonctionne comme un contrat d'assurance vie, donc on a la partie fonds en euros et la partie unité de compte, donc tout dépend un petit peu de ce que je veux mettre à l'intérieur. Les fonds en euros, la performance revient un petit peu en hausse sur l'année 2022, et après j'ai toute une gamme plus ou moins large selon les contrats et selon les assureurs de produits disponibles si je veux prendre plus ou moins de risques sur ces enveloppes-là. Voilà, alors Maxime Marcon, c'est vrai que c'est une des solutions, ce PER, pour booster sa retraite. Il y en a d'autres, l'assurance vie en particulier, qui porte, on le dit souvent, pas très bien son nom. C'est aussi une enveloppe en tout cas qui est intéressante, qui peut être complétée. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, elle porte effectivement peut-être mal son nom. L'origine de ce nom-là, c'est justement s'assurer du risque de longue vie. Donc, si je dépasse mon espérance de vie, il me faudrait certainement un peu d'épargne pour... C'est un risque plutôt sympa. C'est un risque plutôt sympa, absolument. Patrimonialement, c'en est un, puisque il faut pouvoir succomber à ses besoins sur ces périodes-là, et ça peut coûter cher. Effectivement, c'est un pan d'épargne qui
qui répond à énormément de projets. On appelle souvent ça le couteau suisse de l'épargne. Ça peut répondre à énormément d'objectifs, dont la préparation à la retraite. Le capital est disponible à tout moment. Je peux faire varier mon allocation et donc ma prise de risque. Je peux verser de manière programmée. Je peux faire beaucoup de choses grâce à l'assurance vie. Et puis Thibaut, on le sait, les placements sans risque vont être boostés à partir du 1er février 2023. Oui, alors bon, le livret A, le LEP, tout ça, le problème évidemment, c'est que le livret A, ça va passer de 2 à 3%. C'est sur des montants qui sont assez limités quand même, donc on ne peut pas vraiment préparer sa retraite avec ce genre de produit. On parlait de l'assurance vie, là pour le coup, le rendement du fonds euro va augmenter sur la plupart des contrats, vous confirmez, Maxime? Oui, on devrait prendre entre 0,3 et 0... On repasse au-dessus des 2%? Pour certains assureurs, oui. On l'a vu effectivement avec certains contrats qui viennent de publier. Voilà, on est dans la saison de publication. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça sera suffisant ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, dans les solutions d'épargne financière, faut toujours évidemment s'adapter à son tempérament, son profil de risque, mais l'assurance vie, le PER sont des enveloppes incontournables. Et puis après, on a tout ce qui peut être mis en place par son entreprise, le PERCO, le PERCOL, le PEROB, tous ces dispositifs d'épargne mis en place obligatoirement ou pas par l'entreprise. Et puis après, on a des produits un peu plus spécifiques, comme le PEA, plan d'épargne en action, qui permet d'aller se constituer un portefeuille boursier de titres. Là, c'est plus pour on va dire ceux qui souhaitent y passer du temps, ceux qui souhaitent être plus actifs. Voilà. On va en parler dans un instant, Maxime. Juste une question pour la Ibatine, ça vient de retraite. Est-ce que lors des simulations, puisque votre outil permet d'en faire, vous le disiez tout à l'heure, à l'euro près, est-ce que les gens sont surpris des montants qu'ils vont toucher? Parce que c'est vrai, déjà on se dit c'est pour le long terme, mais une fois qu'on y est, les gens sont surpris. On perd combien par rapport à son dernier salaire? Ah oui, en général, les gens sont assez surpris. Et le on perd combien, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend vraiment de la carrière de chacun et du statut, salarié ou pas salarié ou fonctionnaire, et surtout de la pente de progression de la carrière. C'est-à-dire plus on gagne, c'est-à-dire plus on a progressé dans la carrière, en fait, plus la chute est importante. Et oui, puisque la retraite, en tout cas dans le privé, c'est vraiment quelque part une moyenne de toute la carrière. Donc plus on finit haut, quelque part, plus on est loin de sa moyenne et plus la perte est importante. Et pour un cadre, on perd à peu près la moitié, 50%. 50% pour un cadre. Voilà. Après, il y a cadre supérieur, etc. Mais je dirais, ils ont à peu près entre 50 et 60% du dernier revenu, je parle en net. Quelqu'un du privé qui a une carrière plus stable, plus plate, il est à peu près à 70-75% de son dernier revenu. Voilà. Et les grands perdants, ce sont vraiment les travailleurs non salariés qui, eux, cotisent beaucoup moins sans s'en rendre compte, mais ils cotisent beaucoup moins au système des retraites. Et eux, ils ont, je dirais, entre 30 et 50% de leur dernier revenu. D'accord. Donc, pour ces professions-là non salariées, il y a vraiment un décrochage de revenus très, très important qu'il faut anticiper. Donc, évidemment, plus on l'anticipe jeune, si vous voulez, plus on prend l'habitude de simuler, de regarder, plus on s'habitue et plus on anticipe. On se dit, je vais avoir tant en moins, il faut absolument que je compense. Donc vraiment, le conseil, c'est de le faire le plus tôt possible. Ça devrait être... simuler, d'accord. Mais oui, oser simuler. Alors parfois, c'est un peu douloureux pour certains, mais il faut vraiment oser simuler. Alors même avec des simulateurs rapides, on a des simulateurs rapides où il n'y a pas besoin de télécharger le relevé, c'est pour avoir une idée. À 30 ans, ça suffit. Mais déjà, on a les grands métriques en tête et on sait à quoi s'attendre et on prend les bonnes dispositions. Alors, quand on perd plus de la moitié de ses revenus, donc, l'idée c'est d'anticiper. Là, on parle d'épargne en ce moment. Est-ce que vous avez des clients qui vous disent est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Est-ce que vous me conseillez? Par exemple, on parlait du plan d'épargne retraite qui cartonne en ce moment. Est-ce que vous êtes contacté notamment pour ce genre de choses ou est-ce qu'on vous pose des questions? Beaucoup. Alors, on nous pose énormément de questions sur ces sujets, mais comment faire une fois qu'on leur a annoncé la nouvelle? Maintenant, je fais quoi? Donc, nous, chez Sapiendo, on est vraiment... On est tiers de confiance, on donne de l'information, mais on ne distribue pas de produits. Donc, par contre, on donne des informations. On va dire, si vous souscrivez un PER, voilà comment ça se passe, la déduction à l'entrée, la fiscalité à la sortie, etc. On donne des informations, on permet de simuler aussi. C'est-à-dire, si vous investissez 100 € tous les mois, vous avez aujourd'hui 30 ans, mais voilà ce que ça fera à 62 ans, 64 ans. Donc, on donne tous les outils pour que les personnes puissent s'informer. Et après, une fois qu'elles sont informées sur
ce que ça va faire d'un point de vue financier, ce que ça va faire d'un point de vue fiscal. On a aussi des simulateurs fiscaux, parce que la fiscalité dans tous les produits retraite, c'est fondamental. Ouais. Il y a plein de choix fiscaux à faire. Voilà. Et donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Sauf que c'est important, mais c'est toujours pareil, un peu compliqué. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a des simulateurs qui permettent d'avoir des idées. Et après, nos clients vont chez leur courtier ou leur banque ou assurance habituelle. Voilà. Maxime Marcon, la bourse, justement, on en parlait, elle est en forme en ce début d'année 2023. On voit que le CAC s'approche de ses plus hauts historiques. On a repassé le cap des 7000 points. Historiquement, c'est le placement le plus rémunérateur. Est-ce que, on doit continuer à miser sur ces marchés financiers? Alors on doit, non, ça dépend évidemment de son profil, de ses envies, de son tempérament. On peut, en revanche, alors on a souvent le réflexe de regarder effectivement le CAC 40, qui est le grand indice des 40 plus grosses entreprises françaises. On a l'habitude de le regarder sur certains sites, et effectivement il a dépassé les 7000 points. Il faut avoir en tête que cet indice-là, à 7000 points, c'est un indice qui ne retraite pas les dividendes. Donc c'est un indice qui ne tient pas compte de tous les dividendes versés par Et il y en a eu beaucoup en 2022. Et il y en a eu beaucoup en 2022. En moyenne, c'est, on va dire, entre 4 et 5% de dividendes depuis 10-15 ans. Donc, sur 10 ans, ça fait déjà 50% de performance qui n'est pas pris en compte dans cet indice. Donc, il peut paraître élevé, mais on a encore un potentiel important. Les dividendes viennent quand même ajouter un revenu complémentaire, en tout cas limiter la casse si jamais les marchés venaient à baisser. Et je dirais que la clé du succès, et que ce soit pour la préparation à la retraite ou pour l'investissement en bourse, c'est l'investissement régulier. Quand vous investissez tous les mois sur les marchés, vous lissez complètement votre point d'entrée. Et on se détache aussi de la performance. On sait qu'on met 50-100 euros tous les mois. Au moins, on ne regarde plus. Et pour préparer sa retraite, en fait, c'est vraiment la clé, c'est de s'y préparer le plus tôt possible et de le faire régulièrement. Si j'ai 30 ans devant moi d'une centaine d'euros tous les mois, ça crée vraiment la différence par rapport à celui qui se réveillera à 55 ans ou 60 ans et qui va devoir mettre une somme importante. En conclusion de cette émission, on arrive au terme. On retient, Valérie Batigne, vous nous avez dit qu'on va travailler plus longtemps, que la durée va augmenter. Vous nous avez déprimé, puisque vous nous avez dit en plus ça risque de changer encore dans les 10 ans à venir avec peut-être des monnaies. Donc attention avant de racheter vos trimestres pour partir avec votre caravane ou autre. Maxime nous a dit que heureusement il y a des solutions qui existent. Le plan d'épargne retraite, l'assurance vie, les marchés financiers pour du temps long avec de l'investissement régulier, on l'a bien compris. Et puis, on retient aussi qu'il y a des outils pour ne pas être démuni lorsque la retraite va venir. On peut perdre 30, 40, 50% de ses revenus, voire plus pour certains profils. Donc, n'hésitez pas à simuler, à aller voir des spécialistes pour faire ces simulations, des spécialistes pour voir quelles sont les solutions pour garder une bonne retraite et un bon niveau de vie pour les années à venir. Thibaut, on a fait le tour ? Je crois, oui. Eh bien, un grand merci à nos deux experts du jour, Maxime Marcon, le directeur régional de Meilleur Taux Placement, à retrouver sur le site internet, meilleurtauxplacement.com. Placement.meilleurtaux.com. Placement.meilleurtaux.com. Merci Valérie Batigne, Sapiendo Retraite, là aussi. Sapiendo.fr. Sapiendo, voilà, la sagesse. Un simulateur sur la réforme déjà en ligne. Ouais, déjà, bravo. Voilà. Donc fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. Merci à nos deux experts. Quant à nous, on continue dans un instant. C'est le coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier. Le grand rendez-vous de l'épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.